Mes parents n'arrêtaient pas de s'introduire dans mon appartement, alors j'ai déménagé sans leur dire et je les ai laissés paniquer. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Comme nous venons d'entrer en 2026, je veux vous souhaiter à tous une bonne année. Comment vous souhaitez-vous une bonne année dans votre culture? J'espère sincèrement que vous continuerez à soutenir la chaîne cette année alors que nous grandissons ensemble. Les coussins décoratifs n'étaient pas à leur place. Je me tenais sur le seuil de ma porte, les clés s'enfonçant toujours dans ma paume, fixant mon canapé beige. Le coussin bleu marine que je gardais toujours à gauche était maintenant à droite. Le coussin crème à pompons se trouvait exactement là où le bleu marine aurait dû être. Ce n'était pas un courant d'air. Ce n'était pas une erreur. C'était une signature. Quelqu'un était entré dans mon appartement, et je savais exactement qui. Je m'appelle Camille et j'ai 26 ans. Quand j'ai signé le bail de ce vieil immeuble sans ascenseur dans le Marais il y a 3 mois, je pensais acheter ma liberté. C'était un charmant appartement au 2e étage avec des moulures au plafond et un escalier de secours qui semblait romantique le jour et terrifiant la nuit. Il coûtait plus cher que ce que je voulais dépenser, mais le prix incluait l'illusion de l'autonomie. Fini de vivre sous le toit de mes parents. Fini de répondre aux questions sur mon emploi du temps. Fini de me sentir comme une invitée dans ma propre vie. Le jour de l'emménagement, ma mère, Hélène, m'avait coincé dans la cuisine vide. Elle a tendu la main, paume ouverte, en attendant. Juste en cas d'urgence, ma chérie, avait-elle dit, sa voix baissant à ce ton feutré qu'elle réservait aux tragédies et aux chantages affectifs. Et si tu t'étouffes avec un morceau de steak? Et s'il y a une fuite de gaz et que tu dors? Nous devons pouvoir arriver jusqu'à toi. Cela semblait raisonnable à l'époque. Ou plutôt, l'énergie nécessaire pour la combattre semblait un prix trop élevé à payer un jour où il me restait 20 cartons à déballer. Alors, j'ai donné le double des clés. Je l'ai regardé l'attacher à son porte-clés à côté de la breloque en strass en forme de H, et j'ai senti un petit nœud froid se serrer dans mon estomac. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Les parents s'inquiètent. C'est dans leur description de poste. Mais debout dans mon salon à 18h30 un mercredi soir, en regardant mes meubles réarrangés, j'ai réalisé mon erreur. Les fauteuils étaient inclinés différemment. Le tapis avait été tourné. Ma mère appelait ça du feng shui. J'appelais ça un marquage de territoire. Ce n'était pas seulement agaçant, c'était pathologique. En analyse de données, nous cherchons des schémas pour expliquer les anomalies. L'anomalie ici était l'incapacité de ma mère à comprendre le mot « non ». Le schéma était quelque chose que j'avais lu dans un manuel de psychologie à l'université mais que je ne m'étais jamais appliqué à moi-même jusqu'à ce moment, la fusion. Ma mère ne me voyait pas comme une entité distincte avec mon propre code postal et mes propres droits légaux. Pour Hélène, j'étais simplement une extension d'elle-même, comme un membre supplémentaire. Quand j'ai déménagé, ce n'était pas un enfant qui quittait le nid, c'était son bras qui se détachait et sortait par la porte. Ces intrusions n'étaient pas des visites. C'étaient des sensations de membres fantômes. Elle essayait de gratter une démangeaison sur une partie du corps qu'elle ne contrôlait plus. Je suis entré dans la salle de bain, l'air encore empreint de son parfum floral écœurant. C'est là que je l'ai vu. Mon pot de crème pour le visage importé de France, celui qui coûtait 100 € les 30 ml, était posé sur le bord du lavabo. Le couvercle était retiré. Une énorme cuillerée manquait au centre, comme si quelqu'un avait creusé avec 3 doigts. Je n'ai pas gaspillé mon énergie en larmes. Dans mon domaine, on ne pleure pas sur des données corrompues, on isole la source. J'ai pris le pot et j'ai regardé le cratère dans la crème. C'était une si petite chose, mais le manque de respect était à couper le souffle. Elle n'avait pas seulement envahi mon espace, elle avait consommé mes ressources sans une seconde pensée. Elle se sentait en droit d'utiliser ma crème pour le visage de la même manière qu'elle se sentait en droit de disposer de mon temps, de mon intimité et de ma vie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé son numéro. « Tu as aimé le nouvel agencement ?» a-t-elle gazouillé, répondant dès la première sonnerie. J'ai déplacé les chaises pour améliorer la circulation de l'énergie. L'ambiance était stagnante là-dedans. « Tu as utilisé ma crème pour le visage ?» ai-je dit. Ma voix était neutre. « Tu as laissé le couvercle ouvert. » Oh, ce truc. C'était un peu gras à mon goût, honnêtement. Tu devrais vraiment utiliser la marque que j'achète. Elle est bien meilleure pour ton type de peau. Elle ne l'a pas nié. Elle ne s'est pas excusée. Elle a critiqué le produit qu'elle avait volé. J'ai raccroché et j'ai regardé le pot ouvert.
Ce n'était pas de l'amour. C'était une colonisation. Et j'en avais fini d'être un territoire occupé. 2 semaines plus tard, l'escalade est passée du vol anodin à une occupation à grande échelle. Je suis rentré un mardi soir, épuisé après une journée de 10 heures à fixer des feuilles de calcul. J'ai déverrouillé ma porte, m'attendant au silence pour lequel je payais un loyer. Au lieu de cela, je suis entré dans une explosion de flash. Le salon ressemblait à un magasin Sephora qui aurait explosé au milieu d'un ouragan. Des vêtements étaient drapés sur toutes les surfaces, mes abat-jours, ma télévision, mes chaises de salle à manger. Il y avait 3 éclairages annulaires installés en triangle, d'une luminosité aveuglante, pointés vers le mur du fond. Et au centre du chaos, posant avec une bouteille d'eau vitaminée, se trouvait ma sœur de 23 ans, Chloé. Chloé se décrit comme une créatrice de contenu lifestyle. Je la décris comme étant au chômage. Elle a levé les yeux quand je suis entré, non pas avec culpabilité, bu avec agacement. Elle a même levé la main pour me faire taire. Ne bouge pas, a-t-elle sifflé. L'éclairage est parfait en ce moment. Je ne me suis pas figé. J'ai marché vers le mur qu'elle utilisait comme toile de fond. C'est là que je l'ai vue. Mon estomac s'est noué. Mon installation de télétravail, mes 2 moniteurs, ma station d'accueil, mon clavier mécanique avaient disparu. Le bureau était vide. Où est mon matériel, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Chloé a levé les yeux au ciel en abaissant la bouteille d'eau vitaminée. Détends-toi, Camille. C'est par terre dans le couloir. Ce bureau était moche et il bloquait la lumière dorée du soir. J'avais besoin de l'esthétique. Je suis allé dans le couloir. Là, empilé pêle-mêle sur le tapis comme des ordures, se trouvait du matériel d'entreprise sensible d'une valeur de 3 500 €. Mes moniteurs étaient face contre terre. Mon disque dur était en équilibre précaire sur une pile de ces boîtes à chaussures. Un faux pas, une chute, et ma carrière aurait été anéantie. Je me suis retourné vers elle. Sors. Je n'ai pas fini, a-t-elle dit, vérifiant son reflet dans son téléphone. J'ai encore 2 changements de tenue. Maman a dit que c'était d'accord. Elle a dit que tu ne serais pas à la maison avant 19 h, donc j'avais largement le temps. Maman ne vit pas ici, ai-je dit. Et toi non plus. Tu as débranché mon poste de travail, Chloé. Si tu as cassé quelque chose, c'est toi qui paies. Elle a ricané, le son sec et méprisant. Tu es tellement dramatique. C'est juste du matériel informatique. On dirait que tu lances des codes nucléaires. En plus, tu n'étais même pas là. Pourquoi es-tu si avare de ton espace? Ce n'est pas comme si tu l'utilisais pour créer quelque chose d'important. Voilà. La philosophie familiale distillée en une seule phrase empoisonnée. Mon travail, qui payait le loyer qu'elle exploitait actuellement, n'était que du matériel informatique. Sa quête de gloire sur Internet était importante. Comme je n'étais pas là pour défendre mon territoire, il était redevenu une propriété commune. Pour eux, mon appartement n'était pas ma maison, c'était juste une chambre d'amis dans leur vie que je payais par hasard. Fais tes valises, ai-je dit. Si tu n'es pas parti dans 5 minutes, je jette tes éclairages annulaires par-dessus le balcon. Elle m'a traité de sorcière jalouse, mais elle a fait ses bagages. En partant, elle ne s'est pas excusée, elle s'est juste plainte que j'avais ruiné ses statistiques d'engagement. J'ai verrouillé la porte derrière elle et enclenché le pen dormant, mais le déclic ne m'a apporté aucun réconfort. Le verrou était physique, mais l'intrusion était psychologique. Ils n'avaient pas besoin d'entrer par effraction, ils sentaient qu'ils avaient le droit d'être là, et je commençais à réaliser qu'un simple verrou ne suffirait pas à les tenir à l'écart. 3 semaines plus tard, la violation est passée de gênante à terrifiante. Je prenais ma douche un dimanche matin, laissant l'eau chaude apaiser la tension qui s'était installée en permanence dans mes épaules. La fenêtre de la salle de bain était petite, en verre dépoli, et donnait sur l'escalier de secours. Je la laissais entr'ouverte d'1 pouce pour la ventilation. Soudain, la lumière a changé. Une ombre est tombée sur la vitre dépolie, bloquant le soleil du matin. Je me suis figé, le shampoing me piquant les yeux. Puis le son est venu, du métal raclant contre du métal. Quelqu'un tripotait le loquet à l'extérieur de la fenêtre. La panique, froide et vive, a envahi mon système. Je n'étais pas seulement envahi, j'étais traqué. Je me suis enroulé dans une serviette, le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau piégé, et j'ai attrapé la bombe de lac sur le comptoir, une arme pathétique,
mais c'était tout ce que j'avais. J'ai reculé dans le coin, regardant la fenêtre s'ouvrir. Une main est entrée. Une main d'homme. J'ai ouvert la bouche pour crier, pour alerter les voisins, pour appeler la police, quand un grognement familier m'a arrêté. Ce maudit truc est coincé, a marmonné une voix. Ce n'était pas un rôdeur. C'était mon père, Alain. Il a poussé la fenêtre pour l'ouvrir complètement et a passé la tête. Quand il m'a vu, blotti dans le coin, agrippant une bombe de lac extra forte, il n'a pas eu l'air honteux. Il a eu l'air agacé. « Oh, tu es à la maison », a-t-il dit en grimpant par la fenêtre et en posant ses bottes de travail sur mon tapis de bain. J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu. J'étais sous la douche. Ai-je crié, la peur se transformant instantanément en une rage ardente. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de grimper par ma fenêtre. Je répare le loquet, a-t-il dit, désignant le cadre de la fenêtre avec un tournevis qu'il a sorti de sa poche. J'ai remarqué qu'il avait l'air desserré depuis la rue la dernière fois que je suis passé. J'ai pensé que je le resserrais pour toi. Je ne voulais pas que quelqu'un entre par effraction. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Il était entré par effraction dans mon appartement pour empêcher une effraction. Il avait escaladé un escalier de secours, contourné ma porte d'entrée verrouillée et envahi l'espace le plus intime de ma maison alors que j'étais nu, tout cela sous le prétexte de la protection. Tu m'as terrifié, ai-je dit, la voix tremblante. Je pensais que tu étais un violeur. J'ai failli appeler la police. Il a ricané en agitant une main dédaigneuse. Tu es trop nerveuse, Camille. Tu l'as toujours été. Je suis ton père. Je te protège. Tu devrais me remercier, pas hyperventiler. Sors, ai-je dit. Sors maintenant. Je n'ai pas fini, a-t-il protesté en se retournant vers la fenêtre. Cette vie s'est foirée. Je dois aller chercher mon autre boîte à outils dans le camion. Utilise la porte, ai-je ordonné en montrant le couloir. Pars et ne grimpe plus jamais, jamais par ma fenêtre. Il a marmonné des choses sur les enfants ingrats en traversant mon appartement, laissant des traces de saleté sur le tapis que ma mère avait réarrangé. Il a déverrouillé le pêne dormant de la porte d'entrée et est parti, laissant la porte grande ouverte derrière lui. Je suis resté là dans ma serviette, frissonnante, à regarder la porte ouverte. Ce n'était plus simplement une violation de mes limites. C'était un siège. Ils ne voyaient pas les murs. Ils ne voyaient pas les serrures. Pour eux, mon intimité était un obstacle à surmonter, un loquet à réparer. Ils se sentaient en droit de m'accéder à tout moment, dans n'importe quel état. J'ai fermé la porte et les verrouillé, faisant glisser la chaîne. Puis je suis retourné dans la salle de bain et j'ai fixé la fenêtre. Il avait réparé le loquet, mais il avait brisé quelque chose de bien plus important. Il avait brisé l'illusion que j'étais en sécurité dans ma propre maison. Les serrures étaient insuffisantes. Les murs étaient des suggestions. Si je voulais être en sécurité, je n'avais pas besoin d'un meilleur loquet. J'avais besoin de disparaître. Le serrurier était prévu pour mardi, mais je ne pouvais pas attendre aussi longtemps pour récupérer mon territoire. Je devais faire quelque chose de physique, quelque chose d'immédiat. Alors, j'ai commencé à nettoyer. J'ai frotté des surfaces qui étaient déjà impeccables. J'ai passé l'aspirateur jusqu'à ce que les lignes sur le tapis soient parfaitement droites. C'était de l'énergie nerveuse, une tentative désespérée de faire disparaître leur présence persistante de ma maison. Je me suis dirigé vers le coin du salon. Là se trouvait le purificateur d'air que mes parents m'avaient offert comme cadeau de pendaison de crémaillère. C'était une tour blanche, élégante et chère, qui bourdonnait doucement en arrière-plan. Ma mère avait insisté pour l'avoir le jour de mon emménagement. L'air de la ville est plein de toxines, avait-elle dit en le branchant elle-même. Nous voulons que tu respires de l'air pur, Camille. C'est pour ta santé. J'ai saisi la poignée pour le déplacer afin de pouvoir passer l'aspirateur dessous. Mes mains étaient moites de sueur et d'agitation. L'appareil était plus lourd que prévu. Il a glissé de mes mains. La tour a basculé et s'est écrasée lourdement sur le parquet. La coque en plastique avant s'est fissurée en deux et s'est détachée. J'ai juré en m'agenouillant pour vérifier les dégâts. Je m'attendais à voir un filtre épais, peut-être une pale de ventilateur. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose qui a arrêté le temps. Niché derrière les grilles d'aération, habilement câblé directement à l'alimentation de l'appareil pour ne jamais avoir besoin de pile, se trouvait une petite lentille noire. Et à côté,
une minuscule lumière verte clignotait. Je n'ai pas respiré. Je n'ai pas bougé. Mon esprit essayait de rejeter ce que mes yeux voyaient. Cela ressemblait à une caméra. Cela ressemblait au genre de matériel d'espionnage haut de gamme que l'on achète en ligne pour attraper un voleur, mais c'était impossible. Mes parents m'avaient donné ça, mes parents, qui prétendaient vouloir juste que je sois en sécurité. J'ai tendu des doigts tremblants et j'ai tiré sur la coque cassée. Elle s'est détachée. C'était là, un module de caméra haute définition avec un microphone. Il n'enregistrait pas seulement localement. J'ai vu l'antenne Wi-Fi. Il diffusait en direct. Il était connecté à mon réseau. Je me suis assise sur mes talons, le plastique pointu s'enfonçant dans mon genou. Le silence dans l'appartement est soudainement devenu lourd, suffocant. Il ne s'était pas seulement introduit. Il n'était pas seulement passé à l'improviste. Ils avaient observé. Pendant 3 mois, cet œil qui ne clignait pas se tenait dans le coin de mon salon. Il avait tout vu, mes appels téléphoniques privés où je me plaignais du travail, mes séances de larmes tard le soir quand la solitude frappait, les rendez-vous que j'avais ramenés à la maison, les fois où je me promenais en sous-vêtements en mangeant des céréales directement dans la boîte. Mes parents, mon père, qui avait réparé ma fenêtre alors que j'étais nu, ma mère, qui critiquait mes soins de la peau, avait consommé ma vie privée comme une émission de télé-réalité. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de la protection. C'était le panoptique. Je me souvenais l'avoir étudié dans un cours de sociologie. Le panoptique est un modèle de prison où les détenus peuvent être observés à tout moment, mais ils ne savent jamais exactement quand. Parce qu'ils pourraient être observés, ils doivent toujours bien se comporter. Mes parents avaient construit une prison numérique autour de moi. Ils avaient instrumentalisé la sécurité pour me dépouiller de ma condition humaine fondamentale. En prétendant veiller sur moi, ils me surveillaient en fait. Ils ne voyaient pas une fille. Ils voyaient un sujet, une possession qui devait être surveillée pour s'assurer qu'elle fonctionnait correctement. La violation était absolue. Elle allait plus loin que les serrures ou l'escalier de secours. Ils m'avaient volé ma solitude. Chaque moment où je pensais être seul, je me produisais en fait pour un public de 3 personnes. J'ai fixé la lumière verte clignotante. Elle était toujours active. Ils regardaient probablement en ce moment même, se demandant pourquoi l'angle de la caméra avait changé pour pointer vers le plafond. Une clarté froide et dure s'est installée en moi, remplaçant la peur. Ce n'était plus un conflit familial. Il ne s'agissait plus de limite ou de respect. C'était du voyeurisme. C'était du harcèlement numérique. C'était un crime, et cela justifiait tout ce que j'allais faire. Je ne l'ai pas débranché. Pas encore. Je me suis levé, je suis sorti du champ de la caméra et je suis allé à mon ordinateur portable. J'avais un déménagement à planifier. Et pour la première fois, je savais exactement quel genre de forteresse je devais construire. Ils voulaient regarder ? Très bien. Je leur donnerai un dernier spectacle, puis je couperai le signal pour toujours. Je ne les ai pas appelés. Je n'ai pas crié dans le microphone. Je n'ai pas fracassé l'appareil contre le mur. Même si chaque nerf de mon corps hurlait à la violence, la confrontation est pour les gens qui veulent une résolution. Je ne voulais pas de résolution, je voulais une extraction. J'ai remis la coque sur le purificateur d'air, en prenant soin d'aligner la fissure pour qu'elle ne soit pas immédiatement évidente. Je l'ai remis dans le coin, face au mur que j'avais déjà nettoyé. Je l'ai laissé brancher. Laissez-les regarder la peinture sécher. Laissez-les penser que tout était normal pendant que je démantelais leur accès à ma vie, brique par brique. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail. Je n'ai pas passé la journée à pleurer dans mon lit, je l'ai passé à sécuriser une forteresse. Je suis allé à la Tour Diamant, un gratte-ciel de verre à la Défense que j'avais dépassé 1000 fois et que j'avais jugé trop stérile, trop cher, trop froid. Maintenant, le froid semblait parfait. Le froid signifiait impénétrable. J'ai rencontré l'agent de location et je n'ai pas posé de questions sur la vue ou les commodités. J'ai posé des questions sur la sécurité. Nous avons un service de conciergerie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, m'a-t-elle dit en tapotant sur sa tablette. Les invités doivent laisser une pièce d'identité avec photo à la réception. Les ascenseurs ne sont accessibles qu'avec un badge, et pour les résidents, l'entrée de l'appartement est biométrique, empreinte digitale ou rétinienne. Rétinienne, ai-je dit. Je veux ça. Le loyer était de 500 € de plus par mois que ce que je payais dans le Marais.
C'était une taxe sur ma santé mentale, une prime pour le luxe de savoir que les seuls yeux qui me regarderaient seraient les miens. J'ai signé le bail sur le champ. J'ai programmé le déménagement pour vendredi. J'ai engagé une entreprise de déménagement haut de gamme, du genre spécialisée dans les délocalisations d'entreprises et la discrétion. J'ai payé un supplément pour le service gants blancs, qui comprenait des accords de non-divulgation. J'ai dit au contremaître, un homme nommé Marc qui avait l'air de pouvoir soulever une voiture, je quitte une situation instable. La vitesse et le silence sont les priorités. Il a hoché la tête une fois. Nous serons des fantômes. Vendredi matin, les déménageurs sont arrivés à 8 heures. Ils étaient efficaces, silencieux et chirurgicaux. Je leur ai demandé de vider d'abord la chambre et la cuisine, en gardant le salon et le champ de vision de la caméra intact jusqu'au tout dernier moment. Pendant 4 heures, j'ai orchestré ma propre disparition. J'ai regardé ma vie être emballée dans des boîtes en carton et scellée avec du ruban adhésif. C'était moins comme un déménagement que comme un effacement de moi-même. Chaque étagère vide, chaque mur nu était un poids qui se soulevait de ma poitrine. Je ne quittais pas seulement un appartement, je perdais une peau. À midi, l'appartement n'était plus qu'une coquille vide. Les sols résonnaient. La seule chose qui restait était la tour blanche dans le coin, bourdonnant doucement, sa lumière verte clignotant toujours, transmettant fidèlement un flux en direct de rien du tout aux appareils de mes parents. Je me suis approché. J'ai imaginé ma mère vérifiant le flux sur son téléphone, peut-être en fronçant les sourcils parce que l'angle était ennuyeux, se demandant pourquoi je n'étais pas passé dans le champ de la caméra de toute la matinée. Elle n'avait aucune idée qu'elle regardait un navire fantôme. Je me suis penché vers la prise. Signal perdu, ai-je murmuré. J'ai débranché la prise. La lumière verte s'est éteinte. Je n'ai pas emporté la caméra avec moi. Je l'ai laissée là, couchée sur le côté au milieu de la pièce vide, un déchet sur un terrain vague. J'ai verrouillé la porte d'entrée, déposé mes clés dans la boîte aux lettres du propriétaire et je suis sorti au soleil. Je n'ai pas regardé en arrière vers le vieil immeuble avec son escalier de secours et son charme. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers la flèche de verre au loin. Le protocole 0 était terminé. Maintenant, je devais juste attendre qu'il réalise que l'écran était devenu noir. Il a fallu exactement 48 heures pour que la panique s'installe. J'étais assise sur mon nouveau balcon au 16e étage de la tour Diamant, buvant du café et regardant la ville se réveiller. Le silence dans l'appartement était absolu, pas de bruit de pas dans le couloir, pas de clé tournant dans la serrure, juste le faible bourdonnement du réfrigérateur et le vent contre la vitre. Puis mon téléphone a explosé. Cela a commencé par un message de Chloé, maman panique. Réponds à ton téléphone. Puis un appel de mon père, puis 3 de ma mère. En 10 minutes, j'avais 43 appels manqués. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran s'allumer, vibrer et s'éteindre encore et encore. C'était un ensemble de données fascinants. La fréquence des appels indiquait une perte totale de contrôle. Ils étaient allés à l'appartement du Marais. Peut-être pour prendre de mes nouvelles, mais plus probablement, ils y sont allés pour réparer le purificateur d'air parce que le signal était mort depuis 2 jours. J'ai écouté le premier message vocal. C'était ma mère, Hélène. Elle ne pleurait pas seulement. Elle hyperventilait. Camille, où es-tu? Nous sommes à l'appartement. C'est vide. Tout a disparu. Quelqu'un t'a enlevé? Alain, appelle la police. Oh mon Dieu, appelle la police. J'ai pris une gorgée de café. L'ironie était savoureuse. Elle menaçait d'appeler la police pour signaler une personne disparue alors que la seule personne disparue était l'avatar numérique qu'elle suivait. L'horloge du micro-ondes a dépassé 20 minutes. Laissez-les suer. Laissez-les ressentir une fraction de la violation que j'avais ressentie en trouvant une lentille de caméra me fixant dans mon propre salon. Puis j'ai appelé mon père. Il a répondu avant la fin de la première sonnerie. Camille, es-tu en sécurité? La police est en route pour l'appartement. Annulez-les, ai-je dit. Ma voix était calme, posée, méconnaissable à mes propres oreilles. Je suis en sécurité. J'ai déménagé. Tu as quoi? Sa voix s'est brisée. Déménager où? Quand? L'endroit est vidé, Camille. Il ne reste même plus une cuillère. J'ai déménagé vendredi. Je suis en sécurité. Je suis en bonne santé, et je suis parti. J'ai entendu ma mère attraper le téléphone.
Donne-nous l'adresse, a-t-elle crié. Tout de suite. Tu nous envoies ta localisation tout de suite. Tu ne peux pas disparaître comme ça. Nous étions terrifiés. Je ne vous donne pas l'adresse, ai-je dit. Nous sommes tes parents, a-t-elle hurlé. Tu n'as pas le droit de te cacher de nous. Nous devons inspecter le nouvel endroit. Nous devons nous assurer qu'il est sûr. Il est sûr, ai-je dit. Il est sûr parce que vous n'avez pas de clé. C'est insensé, a crié mon père en arrière-plan. Tu te comportes comme une enfant. Nous allons venir te trouver. Nous appellerons ton travail. Nous demanderons aux amis de Chloé. Si vous essayez de me trouver, ai-je dit en baissant la voix d'une octave, je déposerai une plainte à la police. La ligne est devenue complètement silencieuse. Pardon, a murmuré ma mère. J'ai trouvé le purificateur d'air, maman. Le silence s'est étiré, lourd et suffocant. J'ai trouvé la caméra, ai-je continué. J'ai trouvé la lentille derrière la grille. J'ai trouvé l'émetteur Wi-Fi. Je sais que vous m'avez observé. Je sais que vous m'avez regardé dormir. Je sais que vous m'avez regardé m'habiller. Je sais que vous avez tout regardé. C'était pour ta sécurité, a-t-elle balbutié, la défense automatique et désespérée. Nous voulions juste nous assurer que tu allais bien. Ce n'était pas de l'espionnage. C'est un délit pénal en France, ai-je dit. L'enregistrement vidéo non autorisé dans une résidence privée. Cela s'appelle du voyeurisme. Cela s'appelle du harcèlement numérique. Tu ne ferais pas ça, a grogné mon père. Nous sommes ta famille. J'ai l'appareil, ai-je menti. Je l'avais laissé dans l'ancien appartement, mais il ne le savait pas, j'ai la carte SD. Et j'ai la vidéo de toi, papa, grimpant par la fenêtre de ma salle de bain pendant que j'étais sous la douche. J'ai tout. J'ai pris une profonde inspiration. C'était ça. Le coup de grâce. Voici les nouvelles règles. Vous ne venez pas me chercher. Vous ne contactez pas mon employeur. Vous ne vous présentez pas à mon immeuble. Si je vous vois, si j'entends que vous avez posé des questions sur ma localisation, j'irai au commissariat le plus proche et je porterai plainte. Je vous ruinerai. Comprenez-vous? Ma mère sanglotait maintenant, un son brisé et saccadé. Camille, s'il te plaît. Comprenez-vous? Ai-je répété. Oui, a dit mon père. Sa voix était faible, vaincue. Oui. Bien, ai-je dit. Je vous appellerai dans un mois. Peut-être. J'ai raccroché. Ma main ne tremblait pas. J'ai regardé l'horizon, les tours de verre brillant au soleil. J'ai bloqué leur numéro pour le week-end. J'ai bloqué Chloé. Puis j'ai posé mon téléphone sur la table, face contre terre. L'écran était noir. Et pour la première fois en 26 ans, le leur aussi. Cela fait 3 mois depuis le déménagement. Je suis assise dans mon salon, la ville de Paris s'étalant sous moi comme un circuit imprimé. Le seul son est le bourdonnement rythmique de la climatisation. C'est un silence différent de celui auquel je suis habitué. Ce n'est pas le silence tendu de l'attente d'une clé qui tourne dans une serrure ou le silence lourd d'être observé. C'est le silence d'une forteresse. La porte de mon appartement est en chêne massif, lourde et rassurante. Le scanner biométrique brille d'un bleu doux. En bas, il y a un portier nommé Victor qui vérifie les pièces d'identité et n'accepte pas les pots de vin sous forme de lasagne. Je suis en sécurité. Je rencontre mes parents de temps en temps pour un café dans des lieux publics bondés. La dynamique a changé de façon permanente. Ils me traitent avec une prudence méfiante, comme si j'étais une bombe qui pourrait exploser si elle était manipulée brutalement. Ma mère me pose des questions sur mon travail, mais elle n'offre pas de conseils. Mon père me pose des questions sur le temps qu'il fait, mais il ne propose pas de réparer quoi que ce soit. Ils ne connaissent pas mon adresse. Ils ne connaissent pas mon numéro d'étage. Ils ne savent pas quelle fenêtre est la mienne. Chloé a essayé de m'envoyer un message une fois, me demandant si je voulais faire une collaboration de rebranding. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bloqué son numéro pour une autre semaine. La paix de la pièce vide est addictive. Je regarde mon sanctuaire. Les meubles sont exactement là où je les ai mis. Ma crème pour le visage est exactement là où je l'ai laissée. Mon intimité est une chose tangible, une couverture protectrice dans laquelle je m'enveloppe chaque soir.
Je me rends compte maintenant que le silence n'est pas de la solitude, c'est l'absence du regard. Pour la première fois de ma vie, je ne me produis pas pour un public. Je ne suis pas un personnage dans leur spectacle. Je suis la protagoniste de ma propre vie. Je sirote mon café et je regarde un avion traverser le ciel. J'ai appris une leçon difficile, mais précieuse, on ne peut pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu malade. Parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, la sécurité exige de la distance. Je détiens les clés de ma forteresse, et pour la première fois, je suis la seule à les détenir. Si vous avez déjà eu à construire une forteresse pour protéger votre paix, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.